Bonsoir à tous. Eh bien, nous sommes le 17 avril 2022. Le monde va mal. La peste noire aurait tué 30 à 50% des Européens de 1347 à 1352, de 25 à 34 millions de personnes. La pandémie de choléra, elle, a fait plus d'1 million de victimes en Europe au XIXe siècle, dont 100 000 morts à Paris en 6 mois. Le vivant, génialement différent et varié, même dans le tragique, produit des événements certes destructeurs, mais bien distinguables. Je fais ce live Twitch sur les peintres de la scène française, les peintres vivants. Là, il y a 2 semaines, on avait Marc Desgrands-Champs et aujourd'hui, on a la chance, l'honneur, la joie d'accueillir Marie-Claire Mitou. Bonjour Marie-Claire. Bonjour. Je suis super content que tu sois avec nous. Merci. Alors, je suis Je te désolé. remercie de ton invitation. Ah bah, je t'en Thomas. prie. Je suis désolé pour la semaine dernière parce qu'en fait, notre réalisateur Nils a eu un modem qui a implosé, ce qui a fait qu'on n'a pas pu faire l'émission, mais on est très content de la faire aujourd'hui. Pour ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez poser des questions à Marie-Claire tout au long de l'émission. Et à la fin de l'émission, on lui posera les questions que vous avez posées. Vous pouvez retrouver la vidéo ensuite sur YouTube. Il y a déjà 38 heures d'interview sur YouTube. Et j'ai une petite nouveauté dans la chaîne YouTube que j'ai découverte, que je ne connaissais pas. Mais bon, voilà, parce que j'essaie de progresser dans le YouTube alors que je n'ai pas trop le temps de m'en occuper. Donc là, je m'en suis occupé un tout petit peu. Vous pouvez laisser des messages. Il y a un truc qui s'appelle communauté sur l'onglet YouTube où vous pouvez donner des idées, avoir des envies, parler. Voilà. On peut débattre un petit peu et puis peut-être nous donner des idées voilà, de choses que vous voudriez, des critiques même, avec plaisir. Parce que c'est toujours un plaisir de rater mieux, rater encore. Enfin non, bon, je l'ai mal dit, mais voilà. Alors, Marie-Claire, on va commencer ton interview. Donc, je t'ai demandé 5 de tes peintures qui résumaient ton travail et ton parcours. Et on va commencer très simplement avec la première gouache que tu as faite d'une série qui dure encore aujourd'hui, qui s'appelle donc Les plus belles heures. Celle-ci, ça s'appelle Traces du meilleur moment de la veille. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, là, le titre apparaît complet. Ah C'est-à-dire bah, il dit bien les plus belles heures et il indique le sujet. Et par le fait de dire qu'il y a une veille, on imagine qu'il y a un lendemain. Et donc là, on a une présentation assez générique du travail tel qu'il a été posé en en début 90, d'une ouais. œuvre, oui, en début d'une œuvre qui est longue. Donc 1990, c'est une série qui n'a pas été interrompue par le fait qu'il n'y a pas eu tellement d'autres œuvres depuis. Donc elle s'égrène au fil des années sous forme de série avec des rythmes différents, mais qui a pour souhait, intention, de rendre le peintre qui est le narrateur, productif déjà. Je crois que cette intention, elle est venue dans le fait de se mettre au travail très sérieusement. Antérieurement, il y a eu tout un travail que j'ai fait sur la nature, les plantes et l'abstraction. Donc, je m'étais donné l'idée de me mettre au point sur la couleur. Et quand j'ai compris que cette mise au point était à peu près faite, je me suis dit quoi ? Et j'ai pensé aller vers des choses que je ne savais pas faire, qui seraient la figuration. Avec l'idée que le sujet de la chose que l'on a envie de partager, mais au sens très élémentaire, regarde ce qui m'est arrivé, c'était bien, voilà, qui instruit, qui, comment dire, booste la peinture. Et là, tu annonces le protocole parce que tu parles dans le titre de moment du jour passé. C'est-à-dire que Oui, c'est le lendemain que tu réfléchis à qu'est-ce que tu vas représenter la veille. oui, oui, Voilà. C'est oui. toujours le même protocole aujourd'hui? C'est toujours, dans la mesure où c'est une peinture qui raconte ce qui s'est passé à l'échelle du jour, le jour n'a pas lieu de s'effacer, donc il faut être assez rapide. Ça ne veut pas dire que je peins tous les jours du tout. D'accord. La première série était journalière. Et puis après, il y a eu peut-être un épuisement de cette notion de sujet. Il y a eu un désir de ressources, donc de temps, de réflexion. Donc le rythme a changé, mais c'est toujours une peinture
qui représente une chose qui a eu lieu de façon proche dans le temps. Et alors là, tu poses un vocabulaire que on va voir, va évoluer, mais qui est quand même très déjà marqué un vocabulaire plastique. C'est-à-dire que tu utilises de la gouache, c'est un petit format, c'est sur papier, c'est assez modeste comme ça. Et il y a aussi une manière d'être... il y a de l'abstraction, mais c'est quand même... il y a un côté comme ça figuratif, simple, presque naïf. Tout ça, c'était des choses qui se sont faites sans que tu les choisi ou ça c'était... Comment tu Eh bien, c'est déjà oui. abouti à quelque chose à une Pour forme faire de... le récit de quelque chose qui s'est produit il y a très peu de temps, Ouais. déjà à l'époque, la photographie ne pouvait pas suivre. Donc, elle ne pouvait pas, voilà. D'accord. Il y avait l'idée de la mémoire, c'est-à-dire qu'on allait fouiller dans ses émotions. La chose la plus signifiante pour nous à représenter. Donc, la simplicité, j'aime pas trop le mot naïf parce que je crois Oui, non, mais tu as raison. y a une vision qui n'est pas naïve. C'est un Ça, je suis d'accord. choix, Bien sûr. un choix de passer par la mémoire qui efface un certain niveau de détail, pas tous, et qui ne va pas retenir certains effets, mais qui va donc obliger à la composition. Donc, il y a beaucoup de recherches de composition avec des points de vue qui ne sont pas souvent possibles. Là, l'œil, La preuve, bien sûr. voilà, il y a une caméra qui est vraiment au-dessus du lit, qui raconte cette... C'est Love Story avant Love Story, là. Voilà. Oui. Et les livres que parce qu'on va voir que tu t'amènes aussi de la culture dans tes gouaches, c'est-à-dire que tu n'hésites pas à intégrer le monde culturel. Là, par exemple, quand tu as fait une sélection presque, ou c'était les livres que tu lisais en ce moment non, je crois que c'était vraiment les livres du jour. Donc Nostradamus, il y a un Suleiman, oui, le magnifique. Il y a des choses, il y a de la poésie, il y a du Japon, il y a des éléments qui... Et cette peinture, elle raconte surtout une vie intérieure, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans l'être et comment on arrive à l'exprimer. Et l'image, tu l'as dessinée avant ou Oui. Tu fais un dessin il y a un travail d'écriture qui débrouille la journée, qui tire peut-être même 2 à 3 choses. On peut avoir, d'ailleurs, on peut avoir assisté à les plus belles choses, les plus belles conférences, et en fait, ça va être dans la baignoire ou rien, quoi. On va voir un petit oiseau. Enfin, cette notion aussi de récit, du fameux meilleur, c'est un truc très discutable. C'est quelque chose qui est absolument subjectif et qui souvent raconte quelque chose où il ne se passe pas grand-chose. Oui, mais justement, ça, c'est un truc qui est moi, que je trouve très réconfortant dans ton travail, c'est que d'un coup, c'est des choses très simples et très... mais de les valoriser autant, ça fait qu'on les valorise, c'est mimétique. En tant qu'être humain, on est mimétique. Et donc, d'un coup, de voir ces images-là fait que on est peut-être plus gourmand de la réalité, quoi, après. Enfin, moi, cet effet-là, il y a un effet apaisant dans ton travail, quoi. Il y a un effet apaisant. Et alors, d'ailleurs, on va voir que tu travailles beaucoup, puisqu'on va voir la vue d'exposition du Musée d'Art moderne de Paris en 97, où donc il y a un mur comme ça géant, très, très impressionnant. Et donc, dans cet accrochage-là, c'est vraiment accroché, punaisé sur le mur, quoi. C'est pas punaisé. Ah, c'est pas punaisé, non. Donc, c'est un peu leur première sortie. Là, il y a 2 années de travail. Et c'était au retour d'une résidence aux États-Unis, à New York. Et donc, j'avais rencontré Francesco Bonanni, qui avait la volonté de présenter une exposition qui allait poser le fait que les artistes qui partageaient l'actualité pouvaient proposer une divergence. Enfin, il n'y avait plus d'unité, la notion de mouvement n'était plus possible. Et ça, c'était assez intéressant parce que l'exposition était, voilà, il y avait des travaux des grands écarts. Très différents. Oui, très différents, pardon. Et donc, je suis arrivée avec, je crois, 600 ou 700 peintures déjà à l'époque. Et les poseurs du musée d'art moderne étaient très... Ils ont eu du courage. Voilà, ils ont été surtout très, très efficaces. Un petit échafaudage et puis ils ont remonté le temps. Donc, l'idée, c'était de construire une promenade
une promenade dans des micro-événements avec une lecture de gauche à droite. Donc, on marchait comme ça dans un temps qui était le temps défini comme ça par le récit de ces compositions colorées. Et d'ailleurs, on va vous partager le site de Marie-Claire, parce que sur le site de Marie-Claire, on peut voir énormément, presque tout, non? Il y a tout, c'est ça? Il y a beaucoup, oui. Il y a beaucoup, voilà. Donc, oui, il y a pareil, cette petite déambulation comme ça, c'est très agréable à regarder. Et voilà, donc le site, il sera sur le chat et puis il est également sur la chaîne YouTube, voilà, en bas. Et on va passer à la deuxième peinture, qui est donc une peinture qui date de 2018. Donc, on a vraiment fait un saut dans le temps. Sur les pas de Sophocle, fin du jour à l'Acropole. Et là, on te retrouve en train de dessiner, voilà, à côté de touristes. Donc, le personnage à droite, on te reconnaît quand même. Ouais, le personnage, il est aussi touriste. Hein, on est un peu tous touristes devant l'Acropole, parce que c'est un édifice qui nous échappe. Et donc, c'est la dernière partie d'une série sur les pas de Sophocle, suite à un travail où j'ai suivi un metteur en scène dans ses répétitions, où il mettait en place Oedipe, qui est un texte qui m'a énormément impressionné, sur le fait que l'homme ne voit pas sa destinée. Ça, j'ai trouvé top. Et je me suis dit, mais par rapport à mon travail qui cherche à voir, évidemment, qui fait beaucoup de travail pour voir quelque chose de sa propre existence, ça m'a beaucoup... voilà. Et je me suis dit qu'il serait intéressant de voir les paysages dans lesquels Sophocle avait évolué et fait évoluer Oedipe. Donc, il y a eu une douzaine de peintures faites en un mois, sous le soleil fort de la Grèce. Et la dernière peinture, je l'avais consacrée à la découverte de l'Acropole, où je souhaitais être en face. Mais là, tu dessines sur place? Non, tu fais pas la gouache sur place. Alors là, il y a plein d'entrées. Hein. D'abord, avec le théâtre, j'ai appris à travailler avec du document qui m'a permis d'aller beaucoup plus loin. D'accord. Parce que je voulais respecter vraiment les acteurs, qui sont des belles personnes qui maîtrisent leurs gestes. Et donc, j'avais voulu, par rigueur, donc les peintures de cette série, la dernière série, ont différentes entrées. Elles ne sont, la mémoire est utilisée en premier et après, elle peut être nourrie de différentes entrées pour le détail et l'approfondissement de la description. Et là, on te retrouve dans l'image, donc on va voir que ça fait partie du protocole, que tu sois toujours mise en scène. On va dire que le peintre est toujours dans la... Pas tout le temps, mais on va dire que souvent, quand même. Là, en fait, il y a eu un phénomène d'écoute du lieu. Donc, je suis allée, j'ai trouvé le lieu qui n'était pas facile à trouver, donc en face de l'Acropole, être à la hauteur, voir le lointain. Donc, il y avait déjà toute cette mise en scène de cette Acropole qui apparaît comme un petit joyau. Et puis, donc, je l'ai commencé, je l'ai raté parce qu'il faisait tellement chaud qu'il y avait une disparition complète et du peintre et du motif. Oh, c'était un truc difficile. Dilution. Et puis, je m'y suis remise le lendemain sagement en me disant, il y a un banc et il va se passer quelque chose. Donc, j'ai attendu, et il y a ces jeunes filles qui sont venues, qui étaient sur un travail de selfie, qui étaient très, très contentes de ce partage. Il y avait une espèce de joie. J'aime beaucoup le petit jeu plastique que tu as fait sous le banc, là. Les tongs sous le banc. Là, oui, elles ont chacun un pied. Faut que ça loge, j'ai enlevé un pied à chacune. Ah oui, d'accord, bien sûr. Il y a des petites blagues dans les peintures, souvent. Et au premier plan, c'est des cheveux, c'est ça? C'est une plante sèche. Ah, c'est une plante sèche, ok. Oui, qui sont... Je ne sais pas si elles sont vivantes ou... Enfin, c'est des plantes méditerranéennes. Parce qu'une des choses que je trouve intéressante, c'est que tu parles donc des bons moments et du fait, on va dire, d'être là au monde, d'être présent au monde. C'est ça, comme ça que tu te représentes. Mais justement, tu te représentes. Donc, tu es toujours détaché. Enfin, je me suis demandé si dans la vraie vie, tu étais un peu détaché comme ça à te regarder vivre de loin, tu vois, parce que d'un coup, tu vis un moment. Ou alors, ça joue sur la rétroaction. Parce que là, comme tu te présentes de loin, on pourrait te dire que tu montrerais les choses de premier degré, tu vois, sans te mettre en scène. Et puis là, comme tu es toujours de dos, ou un peu, enfin, toi, tu es toujours dans un coin. C'est un point de vue. Ouais. Mais le point de vue, il y a des choses qui sont des principes de narration, qui sont techniques. C'est-à-dire qu'après, on change la nature de l'œuvre, on change la nature du sujet. Et là, il y avait l'idée que le hors-champ, parce que j'étais en train de les peindre, je l'ai fait sur place, ce travail. Je suis revenue plusieurs fois. Donc, je les ai dessinés alors qu'elles étaient là, je les ai photographiées, j'ai fini après.
Et j'ai trouvé que c'était intéressant de mettre leur chambre. Donc, j'ai rajouté un banc, j'ai mis pour dire que c'était aussi pour multiplier le temps de la peinture, se dire qu'il y avait, Ouais, c'était que le récit faisait partie lui-même du récit, qu'il y avait ce double temps. ouais, c'est Et il y avait intéressant. la chemise qui finissait aussi. Donc, dans la série grecque, il y a pas beaucoup le narrateur n'est pas beaucoup présent parce qu'il est absorbé par des paysages qui sont bouleversants. Hmm. Et il y a des histoires d'imprimés qui font comme un petit acteur qui rentre en scène. Et selon les scènes, il a son vêtement. Et là, il y avait un tissu géométrique qui pouvait aller avec la Grèce. Et la ville au loin que tu as peint, là, tu l'as peint d'après modèle alors. Je l'ai peint sur place. Voilà, parce Parce que que ça, c'est un truc, je trouve ça très pictural comme moment oui, dans oui. la gouache. Alors, Donc, c'est plus j'étais étonné que tu le facile. fasses de mémoire, quoi. Je me suis dit, Non, merde. mais c'est beaucoup plus facile. Ah oui, voilà. Beaucoup Ouais, plus c'est facile. des Et petits puis, angles. je trouve que c'était aussi passer du temps avec l'Acropole. Hmm. C'était pas mal. Et on est d'accord que tu n'as pas beaucoup le droit au repentir avec la gouache. Non, il faut laver quand on sait peindre. Il faut avoir l'eau pas loin. Ouais. Oui, il faut nettoyer pour que ça reste, oui, que ça n'aime pas le repentir. Voilà, ça n'aime pas le repentir. Et Non, donc, ni la quand tu dis laver, superposition. c'est tu enlèves la gouache et Oui, tu je la... lave, je D'accord. nettoie. Ok. Et alors là, tu as un format de papier qui a changé par rapport au premier, qui est un format que tu vas garder après, qui est le format A4, donc 21-29-7, Oui, oui, format standard s'il en est de l'administration. Et oui. pour toi, c'est important d'avoir ce format qu'on va dire vraiment commun. Là, pour le coup, c'est le format qu'on donne aux enfants. C'est un format que j'arrive à tenir pour une peinture qui va se réaliser en 2, 3 jours, 4 jours. D'accord. Il y a des peintures qui peuvent être longues, d'autres plus rapides, mais Hmm. la gouache, c'est une histoire de temps, d'éclat aussi, de lumière, Ouais. de couleur, de qualité de couleur. Ça, c'est vrai que c'est... ouais. Cette taille, ça me permet de questionner la composition, parce que la composition, elle est longue à trouver. La taille. Où Hmm. est-ce que, vous voyez, tu vois, il y a une histoire ils sont inclus dans cette terrasse. J'ai trouvé difficile de trouver cette limite de comment on va qualifier les plans Hmm. et tenir le sujet. Donc, c'est des choses que je trouve, voilà, que je cherche. Et le format Hmm. permet de ce temps de test. C'est sur un carnet ou c'est des papiers c'est dans un papier, c'est des papiers C'est des, détachés ou c'est un carnet ou oui, c'est ouais. c'est un papier qui est très épais. C'est un lavis de 450 grammes, Ah comme un oui. carton. Hmm. D'accord. Et alors la gouache, c'est pas facile à présenter au public parce que Ah bah c'est non, une non. Ouais. peinture très fragile. Faut pas postillonner dessus. Et j'ai fait plein de tentatives, hein. J'ai vraiment fait des recherches techniques longues pour Hmm. trouver un équivalent et je ne l'ai pas encore trouvé. Je ne désespère pas, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Donc, pour le moment, on va laisser les plus belles heures à la gouache. Et tu as une palette assez grande ou tu as une petite palette Non, j'ai des assiettes. Ah, des assiettes, bah voilà. J'ai des assiettes, j'ai de la linelle, voilà, Ah oui, les la linelles. linelle. Ouais. Ouais. Ah, il y a trois blancs différents de le franc-bourgeois là. Ouais. Voilà. Et je prends plus celui qui est voilà, je prends plus le blanc. Opaque ou je sais pas quoi. Il y a un blanc éclatant, je sais plus comment il s'appelle, mais qui fond, qui craque. Ah oui, Donc, je l'ai arrêté. ça fait peur ça. Attends, on va passer à la troisième peinture qui s'appelle le streaming, le goût du saké. Yasujiro Ozu, Kyoto. Donc ça, c'était à Kyoto et tu regardais un film, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et je regarde un film d'Ozu qui peut, qui peut être voilà, un sujet qui peut faire l'objet d'un voyage au Japon. Hmm. Donc, les déplacements, ils sont induits dans les séries. Ils peuvent faire sujet de série, de micro-séries avec, là, donc il y a un rebond avec le Deep. C'est-à-dire, j'ai lu un livre de William Marks qui raconte cette histoire de Deep et qui dit qu'il y en a un au Japon. Ah oui? Et le Japon, il y avait une maturité dans l'exploration de ce pays, de cette culture, notamment par le biais d'Hiroshige qui m'a Ouais. beaucoup Hiroshige, c'est un peintre intéressé. graveur japonais. Ouais. Oui, qui est un homme important pour moi. Donc, il y avait beaucoup de convergences. Donc, je suis allée au Japon et j'ai fait 25 peintures. Donc, je suis allée seule toute la première partie du voyage.
j'ai trouvé une petite maison à Kyoto. Et dans cette petite maison à Kyoto, je regardais le soir autre chose que la télé japonaise gratuite, Ouais. qui est un peu difficile. Mhm. Et je regardais en streaming les Ozu et Le goût du saké, qui est un film très beau, enfin le dernier film d'Ozu. Et j'ai vu qu'il y avait des éléments qui pourraient me permettre d'inscrire le film voilà, et de me rapprocher encore plus d'Ozu. C'est un peu le Et donc là, vertu de tu la fais une composition quand peinture. même un peu étrange, puisque Oui, c'est presque ton image mentale qui se projette dans l'espace, parce que c'est l'image que tu es en train de regarder dans l'ordinateur, quoi. C'est à peu près oui, ça. et Ozu filme. Il a une caméra avec un pied qui est très bas, Ouais, genre 80 cm, pour vraiment être à la hauteur des visages. On voit qu'il n'aime pas la perspective, moi non plus. Et j'ai mis cette petite perspective pour pas mélanger l'espace du regardeur ouais. et l'espace d'Ozu, mais j'ai fait une espèce de parallèle entre un des acteurs d'Ozu qui est assis à la table et celui qui regarde le film, comme si il pouvait se prendre pour un acteur d'Ozu. Donc il y a une Bien histoire, sûr. enfin il y a de Ouais. l'humour aussi, il y a dedans, il y a de la Ah oui, poésie, bien sûr. Ouais. il y a de l'attachement à l'œuvre, mais il y a aussi ce jeu qui fait que la peinture permet de faire le passe-muraille, de traverser des champs. Et la peinture abstraite, ça t'a beaucoup intéressé ou pas, hein? Parce que enfin, de ce que tu m'as dit, tu faisais des peintures abstraites au début. Parce que là, il y a quand même un goût aussi de la composition qui est hyper. Enfin, Oui, on n'a on a. presque pas besoin des bonhommes, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors après, il y a aussi Ozu qui sait faire. Hein. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que tu retrouves. Ouais, non, mais tu retrouves cette. Non, mais je veux dire, tu retrouves dans la composition de l'image d'Ozu quelque chose. Tu fais Oui, en écho ton image. oui, Tu vois, c'est pas tout le monde qui va faire la petite grille comme ça en perspective, notamment à la gouache, parce qu'il reste quand même notamment complètement. la gouache, oui, 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 oui. Qui fait un écho avec le coussin. Enfin bon, c'est des goûts comme ça de. Tu... Alors, oui, oui, il y a le décoratif, il y a Hmm. L'ornement, ouais. Le Japon design absolument tout. Hmm. Tout est vérifié en Non, mais là, qualité je parle de d'esthétique. ta peinture en général. C'est-à-dire que tu as quand même un goût d'avoir De des la petits détails. composition, de la mise en scène, Ouais, ouais. de la mise en scène. Et le réglage a été long, pareil. Image trop petite, on la perd. Image trop Hmm. grande, on n'y croit plus. Donc, je travaille avec des calques, un peu à l'ancienne. Ah oui? Et puis, en les retournant, je vois si ça part de biais, je la vérifie. Enfin, le calque permet le recto verso. Donc ça, c'est en dessin. Tu Ça, c'est dessines. en dessin, mais Voilà. le dessin est long. Ok. Au moment où la peinture arrive, c'est un Hmm. moment de détente. Je me dis, c'est bon, tu peux y D'accord. aller. Et quand tu dis que le dessin est long, ça peut durer combien de temps? C'est 2, 3 heures? Ah non, c'est plus. C'est plus? Ah ouais, ok. Il peut être parfois même plus long que le temps de la peinture. Et le Et dessin, tu dessines au 6H comme ça très sec pour passer à la gouache après ou c'est... non, non, Non? je suis Ok. pas très propre. J'aime bien les crayons qui marquent la ligne. Qui marque, ok. Ouais. Mais pourtant, ça se sent pas dans la gouache après. Donc, Oui, je la nettoie. tu gommes Je un la peu, tout ça, nettoie. quoi. Ouais. Oui. Mais là, il y a un travail de visionnage. Donc, je regarde plusieurs fois quelle scène peut aller. Donc, je cherchais une table basse. Hmm. Et je cherchais aussi le moment qui expliquait bien le film, où il y a cette jeune femme qui range le cartable de son père et euh, qui annonce le sujet même du film, où ils vont devoir se séparer. Enfin, il y a un enjeu avec ces trois figures qui sont centrales. Donc là, il y a le visionnage du film, mais c'est ça qui est long dans le dessin Hmm. aussi. C'est comment on va faire la pause. Et avec ton protocole aussi, ce qui est super, c'est que d'un coup, tu es obligé de vivre des choses. C'est-à-dire que Oui, c'est embrayé avec t'es l'existence. coincé Oui, alors peut-être pas oui, voyager jusqu'au Japon, mais en tout cas à faire oui. attention, à pas te laisser aller à... C'est presque un art de vivre, quoi, d'un coup. Mais la répétition, c'est une méfiance qui doit être, c'est une vigilance par rapport au travail. Parce que le format le même, le sujet le même, comment ne pas tourner en rond? Donc, c'est un travail qui demande beaucoup de ressources, qui demande à être Ouais, ressourcé. ouais, Voilà, bien la sûr, Grèce, le Japon, être... j'essaye de trouver des Hmm. choses qui ont été semées dans l'œuvre, qui reviennent d'ailleurs. C'est-à-dire que tu ne voudrais pas te répéter entre deux... S'il y a Et deux non, moments et non, mais c'est comme dans la interdits. vie, Ok. le vivant, c'est le truc qui est nouveau. Hmm. Et il y Et a ça, un poème qui est à l'origine des plus belles heures qui dit: Je suis né hier
j'ai qu'un jour, je suis meilleure. Une espèce de litanie qui ancre le fait qu'on n'aura jamais qu'un jour, ce qui est un truc très illusoire, et qui cadre le travail et qui dit chaque jour sera nouveau. Je ne serai pas plus vieille que ce jour-là. Donc, il y a cette perspective d'enchantement. C'est très difficile à tenir. Mais ce qui est beau, c'est que là, d'un coup, tu t'es mis un cadre qui te contraint. Enfin, tu vas vers un sens très agréable, quoi. Voilà. Et puis qui met la pression, parce qu'on dit je vais pas peindre au Japon, il y a une attente de résultats. Et on ne peut pas peindre n'importe quoi au Japon. Parce que là, tu avais un cadre, tu avais une résidence ou un truc comme ça, ou c'était c'était toi avec toi-même, quoi. Je m'organise, c'est bien d'ailleurs. C'est très agréable de faire ça. Oui, c'est mieux de s'organiser soi-même. On casse la tirelire, d'accord, mais on le fait à sa taille. C'est un truc qu'on fait à sa taille. Et au Japon, il ne faut pas dériver parce qu'on est toujours extérieur. Enfin, même si on est... Enfin, je pense, voilà, il y a le shintoïsme, le bouddhisme. Si on peint un temple, il faut savoir pourquoi et comment. Donc, il y a une prudence. Il faut avoir une prudence. C'est-à-dire tu prends soin des sujets que tu traites, quoi. C'est-à-dire tu vas réfléchir, j'essaye tu vas lire dessus. Les faire. Et c'est pour ça que les accapares pas. Je les fais à ma mesure, toujours. Super. Non, mais si, c'est chouette. Hein. Et ça t'arrive d'avoir des journées où tu te dis ah tiens, il s'est rien passé, vraiment il n'y a pas d'émerveillement. Non, mais j'essaye de les construire en moi sans les peindre. Voilà. C'est ça qui est bien avec ce travail. Bah oui, c'est ça. C'est que ce travail, j'en ai plein qui disent ah oui, ça c'est une plus belle heure. C'est presque la validation de quelque chose. Alors après, j'ai beaucoup de freins dans ma vie qui m'empêchent, qui m'embêtent très fortement. Mais j'ai ce truc qui a été formé en moi et qui me dit, tiens, là, il y a un truc. Et on va passer à la 4e image qui est donc les baigneurs oranges sur les pas de Pierre Bonnard dont on parlera plus tard. C'est au Canet. J'adore cette gouache. Oui. Et là, justement, il y a moins de dessins et plus de plastique, quoi, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut la faire, la surface d'eau. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Oui. D'abord, je l'ai cherché longtemps parce que Cannes, c'est un endroit qui a dû être féerique. Et oui, bien sûr. Voilà, c'est un lieu et milieu qui perturbe les sens. Donc là, j'avais vu que cette plage, si on la prenait perpendiculairement, on avait un moment d'éblouissement. C'est-à-dire que quand le soleil passe au ras de l'Estérel, il transforme tout en orange. Et je me suis dit que j'allais peindre cette vue qui était compliquée parce que peindre l'éblouissement sans être ébloui, techniquement, c'est difficile. Ouais. Donc, ça me mettait un peu à l'épreuve physiquement. Je l'ai refaite 2 fois, la peinture, je n'arrivais pas. Il fallait mettre la place des 2 petits regardeurs sur le côté. Oui, donc ça, on te retrouve... Et il fallait raconter cette espèce d'immersion entre l'eau et le soleil, qui est un truc incroyable. Incroyable. Une beauté rare. Donc là, tu es devant le sujet, alors. T'attends oui. le donc, moment. Je suis sur les petits rochers qui longent. Okay. Ouais. Et donc, il y a du dessin pour mettre un peu les choses... Enfin, le sujet, c'était l'éblouissement, donc il fallait que je trouve vraiment l'endroit où ça se produisait. Mais il y a c'est une série qui va sur les pas de Bonnard, au Canet. Et au musée du Canet, il y avait les baigneurs oranges. Et je ne comprenais pas cette peinture de Bonnard. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette peinture où on a je ne sais pas, des oranges écrasées comme ça dans l'eau. C'est un truc étonnant, très brut. Et en fait, c'est un phénomène. C'est un phénomène où effectivement, on a une transmutation des choses à cause de la lumière. Donc, je l'ai traité à ma façon. Et... Là, c'est quand même très fort de ta part. Moi, je trouve ça, je ne saurais pas le faire, de faire la surface de l'eau comme ça, avec un espèce de sérénité. Parce que tu es quand même très sereine dans ta manière de poser le... Et c'est la sincérité. Mais c'est vrai. On se dit, mais tiens, ça, c'est top. Eh bien, on le fait. On ne se dit pas, mais ça, c'est trop compliqué. Déjà, tu te le dis, parce que tu peux le sentir aussi, et le faire, ça passe sans que tu le fasses. Mais c'est difficile. Pour moi, je le vis difficilement. Ce n'est pas une peinture que je vis facilement. C'est pas une peinture. Pour moi, ça ne m'est pas facile de faire ça. Mais si on se dit sincèrement, c'est là que ça a lieu, on le fait, on se le coltine, quoi. On se le fait. Et tu as des retours désagréables, des fois, de gens qui disent c'est trop simple, justement. Oui, c'est naïf, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ben oui. Et puis, il y en a qui me disent que ça leur fait du bien.
Ouais. Voilà. Ouais. Et comment tu expliques? Tu juges les gens qui te jugent ou pas? Non, je les Comme dans la comprends. Bible, est-ce qu'on juge les Je les juges? comprends. Je me dis Oui, que c'est, les voilà, pauvres. bien sûr, je les comprends. Et là, les personnages, tu les as mis à la fin? Non, non, Donc pendant le... ça marche pas à la fin. Ok, Il faut si on les enlève, la peinture, ah oui, voilà, elle glisse vers nous. Donc il fallait un point d'arrêt, un premier plan. d'accord. Donc c'est au même moment que tu les as Ouais. posés. Et il y a une chemise à nouveau. Tu la vois, cette chemise orange? La chemise que tu portes? Il y a le regardeur, oui, le Ouais, narrateur qui un a une narrateur. chemise et Ouais, bien qui sûr. va encoder la série. Donc c'est comme un signe qui dit bah, cet ensemble de peintures a lieu au Canet. Oui, d'accord. Ah oui, Et c'est il une y a manière une espèce de fil d'unité comme ça conducteur. graphique. Ok. Ouais. Oui, oui. Et ça, c'est une chemise qui existe vraiment? Je la trouve plus jolie qu'en vrai. Ah d'accord. Elle est plus simple. D'accord. Alors, on va voir une vue d'exposition que tu as faite à MEMAC. Et là, pareil, alors il y a une partie de ton travail dont on va pas parler beaucoup, mais qui est très chouette, qui sont ces wall paintings dans lesquels tu mets tu t'écris des choses. Donc là, il y a écrit beau, lumineux, rien de prévu. Et ça, c'est aussi Enfin, on a presque envie que qu'on te donne des grands murs à Paris ou dans une grande ville pour que tu nous fasses comme ça des Mm. bonnes vibes. Mm. Ça, tu les prépares comme ça, pareil, sur un petit Cette peinture, papier. elle est venue pendant le confinement, Ouais. où c'était un peu dur. Ouais. Ah Et bon? donc, il y a eu une peinture, une plus belle heure, un poème, où je me suis dit, mais si tu étais une graine de pissenlit, tout irait beaucoup mieux. Hmm. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, la destinée de cette graine, qui ne décide de rien. Ouais. Elle flotte et elle va là où les éléments décident qu'elle ira. Hmm. Et cet état aussi de germe et de devenir, ça m'intéressait beaucoup. Et quand le centre d'art de Mémac m'a invitée, je me suis dit, bah, je vais y aller en graine. Donc, j'ai fait ce grand wall painting. Donc, c'est à la peinture à l'huile. Alors, Ah oui? il est sur papier, il est roulé parce que Ah ok. le motif était complexe et je n'aurais pas eu le temps Ah de oui, le de le faire, réaliser. bien sûr. Ouais. Les wall paintings, quand ils sont faits sur place, ils sont plus simples. Ouais, c'est souvent Là, il y a quand même un d'un endroit à travail où l'autre. il Ouais. faut que ça Ouais. flotte. Voilà, j'ai rallongé, j'ai fait tout un travail graphique. Hmm. Donc, ce poème se glisse dans le cœur d'une graine et va jusqu'à Mémac. Ok. Ça, c'est toi qui l'as peint vraiment. Je veux dire, Oui, je l'ai peinte dans mon atelier Ah au ok. sol, à la D'accord. Donc c'est peinture à juste. l'huile sur papier. Ok. Et donc, c'est sous forme de rouleau. D'accord. Et les poseurs l'installent. Donc, j'avais pris la taille du mur. Et t'aimerais pas Pour que faire des papiers peints ou des choses comme ça de ce genre-là? Oui, Ce serait oui, bien drôle. sûr, Ouais. bien sûr, bien sûr, Ce bien serait assez sûr. chouette. Ouais. Et alors, on passe au dernier tableau. On est dans les temps, tout va bien. Je suis un bon présentateur aujourd'hui. Donc, c'est un tableau qui date de 2021, qui s'appelle Résistance émerveillant. Donc, c'est d'après un podcast. C'est d'abord le titre d'un podcast qui interviewait Belinda Cannon. Voilà. Et donc, c'est là, on te retrouve en train de travailler. Tu peux Alors, c'est un peu David Hockney, celui-là. Il y a un petit côté. C'est vrai. Ouais. Alors, peut-être que je ferai une parenthèse là-dessus. Donc, c'est le cadre de l'atelier. L'atelier, il est face à un petit bois. Donc, il y a le choix aussi d'élire le lieu de travail face à la nature, Ouais. qui est une espèce de chose qui vient et Il est où qui ton atelier? nourrit. Il est à Lyon, À un Lyon, petit peu d'accord. à la périphérie, la demi-lune. Donc, souvent, dans les peintures, il y a marqué la demi-lune, qui est un Mhm. quartier. Mais c'est un micro-lieu où il y a un bois, un petit bois, et la nature. Donc, l'atelier, il a lieu, ça c'est important. Et Mhm. donc, il y a des scènes d'atelier où figure ce petit bois et un début de jardin. Et puis après, et donc, il y a des scènes d'atelier qui sont souvent reliées à des choses qui sont importantes. Une fleur, l'annonce du printemps. Et cette histoire de David Hockney, je pense que c'est un truc technique. Ouais. Je pense que David Hockney a beaucoup travaillé aussi à partir de Van Gogh, qui décompose voilà, qui dessine Mhm. en peignant. Et je crois que le fait de décomposer les formes et
Et de les écrire, de les écrire, oui. Voilà, qui va avec le petit format aussi. Je pense que ça crée, parce que David Hockney est un peintre que j'ai beaucoup suivi, mais je ne suis pas sûre que sa peinture m'ait beaucoup nourri, je pense. Il y a aussi le côté, encore une fois, on fait de l'abstrait au milieu du figuratif, quoi. Il y a le petit carreau Oui. Le carreau rouge du bureau, la surface plane du. Oui, et le réglage du meuble. Il faut qu'il soit important. C'est l'espace de l'atelier. Il ne faut pas qu'il soit minime. Et puis le petit pendant théorique du travail par le biais, où Belinda Cannon parle. Et parle de cet émerveillement qui est une éthique et qui va battre le nihilisme dans lequel le monde s'est mis et s'inscrit. Ça, je trouve que c'était intéressant pour moi. J'ai acheté le livre, je l'ai lu, je l'ai goûté. Et je me suis dit, ça, il faut le mettre dans les peintures. Et alors ça, j'ai écouté le podcast, résultat, je suis un peu bête. Et elle décrit l'émerveillement comme une admiration mêlée de joie et d'étonnement, ce qui est très beau. Mais l'étonnement, justement, j'ai l'impression que c'est un peu ton travail. C'est-à-dire d'arriver à être dans un cadre très fermé, comme ça, très, très un peu construit. Et puis d'un coup, comme tu vas être plus sensible aux variations parce que tu t'es créé ce petit enclos, quoi. Il y a cette chose-là de... Non ? C'est-à-dire que tu as besoin de cette rigueur, on va dire, de forme et tout ça, pour pouvoir être sensible à toutes les variations que peut t'offrir la réalité. Peut-être. C'est un petit théâtre. C'est un petit théâtre. Je pense qu'il y a l'idée de... Oui, et on va composer des choses dedans et on va essayer d'être juste, en fait, avec ce qui s'est passé, ce qui a eu lieu. Mais le meuble orange, c'est un truc qui existe vraiment. Oui. Il y a... Voilà, je fais en sorte de ne pas trop changer les meubles aussi. Donc, tu veux dire que la fenêtre, elle est là, alors elle est à ta droite. Ouais. Elle est en face de moi. Elle est en face de toi, là. Ok, tu as bougé ton Et la caméra est derrière. D'accord. C'est simple, c'est une chose très simple. Alors, c'est simple, mais tu es sophistiqué de composition quand même. Là, on découvre quand même que c'est vraiment un vrai travail. Tu n'y vas pas... Justement, tu n'es pas naïve. Tu es très cultivé, tu as regardé beaucoup les images. J'essaye de raconter. Mais avec une densité dans l'image qui est quand même pas... alors, je vais pas dire... comment dire, on n'est pas dans l'art brut, là. Il y a quelque chose de très sophistiqué aussi. Tu joues la fragilité, tu joues avec la fragilité, tu joues avec la... Oui. Alors, tu ne veux pas parler de naïveté, mais alors, la simplicité. Mais quand même, en fait, c'est très sophistiqué de partout. Il n'y a pas un endroit où on s'ennuie dans la composition. Là, moi, j'ai fait les détails des tableaux. J'étais étonné de trouver des morceaux très différents d'un endroit à l'autre de l'image, alors que c'est une petite image, quoi. Voilà. Mais parce qu'elle est petite, il ne faut pas trop... il faut être rigoureux parce qu'elle est petite. Et aussi, si on encombre de trop de choses, on perd le sujet. Il faut tout nettoyer et il faut savoir ce qu'il faut. Tout est compté. Le petit jardin, c'est pas le bois. Et il faut juste le verre pour dire que c'est de la peinture. Et il faut juste le livre sur la gauche pour dire que c'est celui de Belinda Cannon. Et pas plus. Il ne faut pas qu'il y ait le chat, il ne faut pas qu'il y ait je ne sais pas quoi. Voilà, donc il y a il y a un filtre. Et justement, Belinda Cannon, dans le podcast, elle décrit le fait qu'elle ne fait pas des livres de comportement personnel avec des méthodes ou des choses comme ça. Non. Et toi, il y a quand même quelque chose dans ton travail de l'ordre du savoir-vivre, mais presque par l'exemple. C'est-à-dire que tu nous fais vivre des expériences, tu nous ramènes à des expériences simples et de beauté qui font que peut-être qu'on a envie d'y adhérer, quoi. Encore une fois, c'est ce mimétisme-là qui peut faire du bien, je ne sais pas. Disons que c'est une sélection. Tout est filtré. Bien sûr, mais comme tu montres des valeurs presque. Tu défends des valeurs en faisant ça. C'est pas politique au sens où tu dis pas il faut que c'est comme ça que. Tu te dis voilà, pour moi ça c'est ça qui m'intéresse ou c'est ça que j'ai envie de mettre en valeur. C'est ça que c'est peut-être ce qui fait qu'une vie d'homme vaut d'être vécue. Il y a un truc comme ça. C'est important. Il y a comment exister. Oui. Et de fait, c'est des petits merci, ces peintures, ou des grands merci, je ne sais pas. C'est d'avoir vécu ça, c'est pas mal. Et ce n'est pas nécessaire. Et c'est des choses que l'on se fabrique.
c'est notre lien, c'est un travail de relation avec les choses du monde. Donc, de fait, personne ne peut nous aider à vivre ça au sens où c'est de nous-mêmes qui allons travailler pour être en lien avec ces choses qui nous nourrissent. Et tu te situes comment par rapport au côté autoritaire de ce que serait la peinture à l'huile, le grand format, les grands tableaux là, on est à Pâques, donc il y a la résurrection du Christ, il y a des énormes tableaux de la résurrection du Christ, des choses comme ça. Ouais. C'est des... J'ai fait des grandes peintures. J'ai fait les grandes, j'ai fait les grandes peintures qui font 2 mètres par 1,50 m. J'ai travaillé des grands formats. Après, je crois qu'il y a aussi, ça ne coupe pas du vécu, le fait de faire du format qui est petit. Non, bien sûr. Non, mais le temps d'élaboration me permet de ressourcer la peinture. C'était juste savoir, par exemple, si tu trouvais ça un peu ridicule ou un peu autoritaire. Non. Okay. Ah non, pas du tout. Non. Okay. Au contraire, je suis très... Moi, je goûte. Ah non, pas du tout. Je ne suis pas effrayée par la différence, au contraire. C'est bien. Et là, on va voir deux images d'installation encore. Donc, il y a la vue d'exposition Les plus belles heures à la galerie Clagasto en 2021, où donc là, il y a encore un wall painting très chouette. Vas-y. Oui, vas-y, on a envie c'est d'avoir des chez soi. Hein, voilà, il faut s'encourager. Faire une petite copie. Et il faut encourager tout le monde. Ouais. Donc, oui, au fond, il y a une petite gouache qui est décalée, une peinture qui est décalée et où on a une scène où la figure regarde un vasy dans son atelier. Et qui est un grand vasy en peinture qui est censé aussi créer un encouragement à la... C'est une mise en confiance, un encouragement. Et on va voir une autre wall painting. Donc ça, c'est une vue d'exposition de la Manifesta à Lyon en 2022. Et là, c'est « Contente d'être aujourd'hui ». Oui, alors c'est une phrase qui peut exister à plein de degrés. C'est pas la phrase, voilà, c'est pas la ravie de la crèche qui va s'exclamer comme le monde est beau. Il y a l'idée que cette peinture, elle dit que il n'y a pas que moi qui le dis. Clément Rosset, il en parle dans ses écrits où il dit très clairement que la vraie joie, elle est inconditionnelle. C'est la plus difficile. C'est quelque chose, un état stable et qui n'a rien à voir avec l'état du monde. Et c'est une résistance à l'état du monde et à la brutalité du monde. Alors, je ne sais pas si lui dire que c'est une résistance, hein. C'est un fait. Non, mais je veux dire que c'est un état interne bien sûr. Qui est à conquérir, à conserver, à surveiller, à soigner. Voilà, pour répondre à ça. Et il y a un truc très bête que moi j'aime beaucoup le fait que ça soit contente et pas content. Alors ça m'a posé problème. Bah oui. C'est parce que je me suis dit, et en même temps, c'est moi qui parle, ça n'engage que moi, mais alors souvent, effectivement, ce sont des phrases plus neutres. Et cette phrase, elle allait introduire l'ensemble d'une exposition avec, donc, c'était la galerie Clagasto qui était invitée chez Manifesta, qui est un lieu d'art. Et je me suis dit qu'elle pouvait être générique pour l'ensemble des œuvres aussi des autres artistes, compte tenu que l'art, c'est une façon de résister et de créer cette joie interne qui fait qu'on reste debout. Alors, justement, en parlant de rester debout, on va passer à la deuxième partie de notre émission. Et je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art qui était importante pour toi. Et tu m'as proposé un homme debout, mais pas très viriliste. Donc, c'est Pierre Bonnard, le boxeur, portrait de l'artiste. Voilà. Donc, c'est un tableau. Alors là, le tableau est à Musée d'Orsay. Donc, je vous montre le visuel du Musée d'Orsay. Et puis après, par hasard, j'étais à Grenoble et j'ai pu voir l'exposition il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai des photos de bonne qualité du tableau où le tableau est en fait un peu plus terne que ce que nous montre le Musée d'Orsay. Hein, mais voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette position comme ça, très belle Oui, c'est très beau. Ouais. Cette œuvre, elle me suit. Je l'ai peinte en très grand en faisant des grandes heures. Donc, j'ai fait une douzaine de grandes peintures pendant une année et où il m'initie à la peinture. Donc, je l'ai approchée et elle a dû Voilà, je pense que c'est une œuvre qui m'a marquée de façon très interne, très inconsciente. Et le travail les 20 dernières années de la peinture de Bonnard au Canet, c'est un truc très étonnant, quasi documentaire.
sur tout ce qui a été vécu dans cette maison. Et là, on voit Bonnard, qui est un homme discret, on pense, dans sa nature, qui est complètement au premier plan, entre la lutte et le désespoir, la vieillesse, qui est quand même une forme il a la difficile à représenter. Ouais. Et on s'y noie quand on s'en approche. C'est-à-dire qu'on voit qu'il traverse des couches d'indéfinition pour retrouver la définition du corps. Et là, il est dans sa salle de bain. C'est pas mal, quoi. C'est vraiment... je trouve que cette peinture, elle est très puissante. Il y a le traversement avec Rembrandt, je pense. Oui, il y a un truc d'aveu aussi de fragilité qui est super... Oui. Fait du bien. Oui. Alors, pour l'anecdote, mais ce n'est pas un truc que je pourrais affirmer, parce que j'ai lu beaucoup. Bonnard, c'est un homme qui m'a permis de rester avec la peinture. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une hospitalité dans son œuvre qui fait que les choses ne sont pas choquées, il n'y a pas de contours, il y a beaucoup de choses dans cette peinture qui fait qu'on peut rentrer, on peut être dedans et dans sa maison, au Canut. Et à un moment, on dit qu'à proximité, une proximité chronologique de cette peinture, on dit qu'il a eu la visite du directeur du musée d'art moderne qui a refusé d'acheter sa peinture. Et je crois que, on a dit qu'il avait quand même accusé le coup, ça l'avait beaucoup questionné, de ne pas être acheté par l'État français. Voilà. Et donc, il y a une interprétation par rapport Ah oui, tu veux dire que ce serait un moment... Voilà, comment on peut quand même s'en sortir par le biais de la peinture. Et il est possible que ce soit relié. Et alors, on va voir une gouache que tu as faite qui s'appelle Bonnard Thérapie, de toi. C'est une blague. Hein. Beaucoup plus en confiance. Plus modeste aussi. Hein. Ouais, mais il y a une joie, encore une fois, qui traverse, qui est vraiment très... c'est la joie, oui. C'est un truc que je voulais souligner, c'est le fait que en fait, je t'ai demandé de faire cette émission parce que je t'ai vu liker sur Instagram 2 des émissions que j'ai fait avec des artistes qui sont quand même des artistes assez tragiques. C'était Damien de Roubaix et Eric Korn. Et donc, j'étais très curieux parce que, évidemment, il y a un univers autour de toi qui est assez, encore une fois, joyeux et tout ça. Puis on sent, je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs, parce que je ne sais pas, il faudrait que j'étudie plus la question, mais on sent des abîmes derrière, des Bien abîmes. sûr. C'est-à-dire, on sent que elle est thérapeutique, c'est marqué en gros. Ouais. C'est évidemment thérapeutique. Non, mais on sent que c'est chaud, quoi. Et donc, c'est un self-control tout le temps. Oui, mais c'est assez beau parce que la tension est dans l'œuvre. Ça se sent très fort dans l'œuvre, quoi. Et Bonnard aussi, il dit ça. On dit que c'est le peintre du bonheur, mais c'est pas ça. Ouais, mais il y a une force, d'un coup, il y a une force aussi, ça donne une force à l'œuvre, c'est ça que je veux dire. Ça nourrit. Oui. Oui, ben là, effectivement, il y a le corps qui est habité par le corps de ce peintre qu'on a envie de transporter, qui va aider à la peinture. Puis cette composition d'un autre boxeur, un autre genre de boxeur. Enfin bon, il y a des jeux, il y a des emboîtements. C'est sûr que quand on passe de l'autoportrait à cet autoportrait-là, ça... Et alors, je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art que tu n'aimais pas, que tu ne comprends pas encore ou que tu rejettes. Et là, pour le coup, tu nous as proposé donc un gros costaud, Georges Mathieu, avec ce tableau qui s'appelle Charan. Voilà, un Georges Mathieu qui était très à la mode à un moment donné, puis un petit peu moins quand même maintenant. Voire beaucoup moins. Je vous conseille les vidéos de Georges Mathieu en train de peindre, parce qu'il y a des trucs quand même, moi, que je trouve assez jouissif, quoi. Quand on le voit peindre, c'est quand même assez rigolo. Moi, c'est incroyable. Le résultat n'est pas très... Mais la dépense est belle, quoi. Incroyable. J'ai fait un gros effort pour trouver une peinture qui pouvait être support, qui pouvait porter réponse à ta question. Ouais. Et effectivement, en cherchant, j'avais eu des émotions un petit peu contraires en regardant cette peinture. Et puis en fouillant dans l'œuvre, ah merde. je me suis dit qu'il y avait quelque chose de très ambivalent. Je me suis retrouvée jalouse. Je me suis dit, mais cet homme, 3 mètres par 6, en 3 quarts d'heure, en pré-vente, je me suis dit, mais oui, c'est étonnant. Néanmoins, j'ai du mal à rentrer dans cette œuvre. Je vais la prendre comme un événement, comme un fait, mais je vais avoir du mal à en comprendre ses sources, en tout cas.
Il y a ses écrits aussi qui sont assez dingues, parce qu'il a écrit Enfin, moi, j'ai lu, je sais plus, 400 pages de Georges Mathieu, pour Ah oui. plaisir pervers, hein, mais voilà. C'est assez rigolo, parce qu'il passe son temps à essayer de s'inscrire dans une histoire de l'art. Oui, oui, Vraiment, oui, il veut être oui, l'aboutissement, quoi. oui, Voilà, c'est oui, ça son oui, grand oui, travail, oui, son oui. grand... Mais il y a une officialité. Je crois que c'est pour Ah ça oui, aussi que je bah, il était sur les l'ai. pièces de 10 francs à l'époque. Ouais. Oui, c'est pour ça que je te l'ai proposé aussi. C'est parce qu'il Ouais. a été très proche de Pompidou, Mm. qui était un grand amateur d'art et qui lui a fait des commandes importantes. Il a été au musée d'art moderne. Ouais, ouais. Et donc, il a une œuvre C'est vrai qu'il y a plus de succès au qui, Japon à la fin. qui est défendue actuellement, que l'on revoit. Et c'est pour ça aussi que je l'ai trouvée actuelle. Elle est dans une actualité. Voilà. Et un Elle peu pour la montre. blague, j'ai demandé à notre réalisateur de montrer cette signature qui n'est autre que la signature de Donald Trump, que je trouve assez influencée par Georges Mathieu. Donc voilà, je pense qu'il y a une influence, mais je vous laisse réfléchir là-dessus, méditer là-dessus. Je t'ai demandé une œuvre qui avait nourri ta pratique et, on va dire assez logiquement, on va pas se mentir, tu m'as proposé À la recherche du temps perdu Mm, de mm. Marcel Proust. Je vais te demander de faire attention à ne pas trop frotter ton petit écouteur parce que ça fait des petits bruits. Voilà. Excusez-moi. Non, mais pas de problème, pas de problème. Donc, est-ce que tu peux nous parler de Proust? Tu as 1 minute. J'ai 1 minute. Non, non, c'est une blague. C'est une œuvre qui m'a encouragée, Mm. qui a encouragé le travail et à le tenir. Le fait qu'il y ait un narrateur qui parle de ses émotions et qui en fasse quelque chose de. Cathédrale. Ouais. Oui, et puis qui les passe par la peinture. Parce que Proust et la peinture, c'est un truc très, très, très intéressant. Il y a au moins 200 peintres. L'écrivain qui suit l'œuvre, Bergotte, meurt devant une peinture en disant c'est comme ça que j'aurais aimé écrire. Mais il y a tout ce. Enfin, le fait de passer par l'émotion et d'en faire sens, je crois, comme étant un premier moyen de décoder et de construire un récit d'existence. Ça, je trouve que pour moi, ça a été une œuvre qui m'a aidée. Mais Et comme les essais, comment? Tu l'as lu à quel âge? Je l'ai lu tardivement. Je l'ai Ouais. lu à la fin de la première série des peintures et sous le conseil d'une amie qui m'a dit, mais il faut parce que tu vas trouver des choses qui vont t'aider. Et d'un coup, tu l'as lu facilement. C'était. Je l'ai lu et, Ok. je l'ai Parce que moi, je lu trouve et, c'est quand même pas après, si facile à lire. non, mais c'est pas facile. Moi, je l'ai lu, j'ai lu pas tout en partie, et Oui. surtout en une espèce de sentiment d'asphyxie, c'est-à-dire de ne pas arriver à pas être à la hauteur de la longueur des phrases, quoi. Oui. Ouais, comme ça, à Oui. manquer un peu d'air des fois, mais. Oui, et j'ai été tardive à trouver son humour. Au début, je Ouais. m'accrochais tellement à la compréhension que j'étais au premier degré. Et après, on voit qu'il y a une distance incroyable. Ouais. Puis il y a un drame, c'est qu'il y a des livres audio. Moi, j'aime bien écouter les livres audio, et là, c'est Guillaume Gallienne qui fait la voix, et c'est pas possible. Ça, c'est Non, vraiment... mais par contre, il est lu entièrement par En la fait... Comédie Française. Oui, justement, il y a Guillaume Gallienne dans l'histoire. Ouais. Et donc, d'un coup, tu Ah peux oui, pas. alors tu peux sauter le Non, début et d'un la coup, fin. il y a Lonsdal, Dussolier et Guillaume Gallienne. C'est un peu. Voilà. Ça s'équilibre pas très bien, mais bon. Je t'ai demandé. Excuse-moi. Je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé. Et alors là, tu m'as proposé un livre qui s'appelle Le pèlerinage de la vie humaine. C'est à propos du songe très chrétien de l'abbé Guillaume de Ah ouais, ça y est, je savais que j'allais pas le faire. Diguleville, Ouais. par Paul Amblard. Voilà. Et donc, c'est un livre sur un autre livre. C'est Qui est un un livre. livre qui m'a donné accès au livre, oui. Ouais, Que j'ai voilà. rencontré lors de la première série. Les plus belles heures, je suis tombée sur ce livre, je l'ai acheté. Et je me Donc, c'est suis dit les heures, pour expliquer ce que c'est que des heures au Moyen-Âge. Tu peux nous Alors, expliquer? ça n'est pas un livre d'heures, Oui, celui-ci. oui, bien C'est sûr, un mais livre explique-nous. C'est un poème. C'est un poème, oui, mais les heures au Moyen-Âge, c'était des livres, c'est sur les saisons, des choses comme ça, quoi, non, c'est ça? C'est une pratique de prière. Voilà, c'était un livre de prière. C'était souvent des livres qui étaient faits pour la personne qui allait s'en saisir. Et donc, Guillaume d'Iguleville, oui, c'est un songe et qui dessine la vie d'un petit pèlerin qui va à la Jérusalem céleste. Donc, c'est un songe qui est chrétien, mais sauf qu'on peut le lire de façon autre. Mm. Et, et donc, on circule dans ces... Alors, je n'en ai principalement vu que les images. Et c'était par les images que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très intéressant, de voir cette figure en marche, à qui il arrive des choses.
Là, on va Donc, avoir il y des a images un fond, ouais. voilà, il y a un fond géométrique Géométriques. Ouais. qui permet l'arrivée des perturbations pour le pèlerin. L'histoire arrive par ce fond géométrique qui est un fond mental, de vie intérieure. Donc, c'est sa vie intérieure. Ça, j'ai trouvé très intéressant pour moi, de savoir que la vie intérieure pouvait faire récit complètement par l'image. Et, alors, Et si donc, il lui arrive des embrouilles, il tombe. Voilà. Et alors, si vous êtes curieux, on va vous laisser le lien Gallica, parce qu'évidemment, sur Gallica, vous trouvez tout ce qui se passe avant le XXe siècle comme livre, presque tout scanné. Donc, c'est génial. Et donc là, vous trouvez ce livre-là. Et on va voir aussi, donc, évidemment, c'était un bon moment pour toi, parce que tu as découvert ce livre en vrai à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Et donc, d'un coup, tu en as fait une gouache qu'on découvre aujourd'hui maintenant, avec, au fond, notre Diguléville. Un truc très bon à sortir en soirée. Il faut arriver à retenir. De Digues-le-Ville. Tu connais pas l'abbé Guillaume de Guilleville? Voilà. Bourré, c'est encore plus compliqué à dire, à mon avis. Donc, tu as introduit les années 1330 comme étant des années très, très difficiles. Ouais, ah oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et donc, il y a ce type de peinture qui amène un réconfort. Et en vis-à-vis, il y avait la fresque de Lorenzetti à Sienne, qui est peinte dans les mêmes années et qui parle de le bon gouvernement, la fresque du bon gouvernement. Ah oui, bien sûr. Ouais. Qui est un truc voilà, sur lequel j'avais envie de travailler. Et ne pouvant pas la voir, parce qu'elle est en restauration, je me suis dit qu'il fallait un truc de même niveau, parce que j'étais vraiment partie pour faire ce travail. Et de même niveau, il y avait ce livre qui pour moi était unique. Donc j'ai tout de suite contacté les conservateurs. Donc on voit cette scène où il y a les découvertes du livre. Et donc elle n'est peut-être pas finie la peinture, je te l'ai envoyée pour le faire, parce qu'elle est toute récente. Ah d'accord, ok. Je suis allée à Paris voir cet ouvrage que l'on m'a très librement permis de consulter. Et donc, à l'ouverture du livre, il y a un truc très drôle et très fort qui dit attention lecteur, au terme de ce livre, tu seras changé, tu ne seras plus le même. Et donc, je devais l'écrire sur les baskets. Ah d'accord. Voilà, donc, je ne savais pas. Non, c'est pas, c'est en fabrique. En suspens. Voilà. En suspens. Voilà. Et alors, je t'ai demandé une peintre contemporaine que tu aimais, et tu m'as proposé un tableau de Henny Halfdan qui s'appelle Précision. Alors, Henny Halfdan, on va la recevoir ici bientôt. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est un tableau que j'avais utilisé comme visuel au tout début de mes Twitch, les apparences, voilà, parce que c'est un tableau que j'aime beaucoup aussi. Donc, Henny Halfdan, elle est d'origine finlandaise. Et d'ailleurs, je crois qu'elle t'a collectionné. Elle te collectionne, puisque une fois, je l'ai vue au téléphone. Elle était toute heureuse parce qu'elle venait d'acheter une de tes peintures. Donc, voilà. Et moi ça aussi. fait une boucle. À toi aussi ah, bon, bah, voilà. Non. J'étais très heureuse. Ah, t'étais très heureuse. Ah oui. Que D'accord, t'es très heureuse que tu achètes une. était sensible à une de mes peintures. Donc, c'était très. Bien sûr. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce tableau entre très figuratif et en même temps abstrait et en même temps. Parce qu'elle a une manière de. Elle a une manière stylisée que j'aime beaucoup, qui est elle stylise par la matière, presque. Elle change de matière par objet peint. Ouais. C'est une simplicité très apparente, et ça, c'est évident. Parce que les peintures d'Henny, elles sont vraiment très résolues dans les enjeux du sujet et la façon dont on va faire le récit. Et elles sont incroyablement faciles d'accès. On a l'impression qu'on connaît. Et en fait, les sujets qu'elles traitent, moi, je ne les vois jamais dans la réalité. C'est là que je trouve très étonnant. C'est la notion de déjà-vu qu'elle réinscrit et qui sont des choses qu'elle guette, elle, pour nous. Elle a une longueur d'avance, quoi. Il y a un truc. Elle a une longueur d'avance sur sa capacité à décoder. Et là, je trouve qu'elle est quasi programmatique pour la peinture d'Henny. Précision, Henny, c'est évidemment l'énergie de son travail, la précision. Il faut qu'elle solutionne par la précision, par l'observation des phénomènes. Donc, cette main qui tient le pinceau, où seule l'ombre raconte le support, qui est légèrement chargée, qui est prête à écrire, c'est quand même pas mal, quoi. C'est vraiment une peinture pour moi qui est vraiment à l'ouverture de son œuvre. Donc, on imagine que si elle avait une première peinture à nous montrer pour nous introduire dans son monde, celle-ci, elle va pas mal. C'est vrai. Voilà. Et on va dire que la peinture d'Henny, elle nous initie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle décode. Voilà, elle
elle nous entraîne à vraiment ouvrir l'œil autour de nous, des choses, de tous ces phénomènes qu'elle nous met à notre portée. Ça, je trouve que c'est très fort. Et il y a aussi une forme de... Enfin, moi, je trouve... Je reviens à mes trucs négatifs, hein, mais il y a aussi une charge d'angoisse très forte sur les objets de la réalité. Rien n'est donné, en fait. Rien n'est... Oui, le monde est en suspens. Voilà, rien n'est fluide. Enfin, oui. Il y a un truc où... Oui. Il y a des choses que l'on peut retrouver chez Hopper. Oui, bien sûr. Ouais. Où on ne sait pas... Voilà. Il y a un avant et un après. Il y a la notion d'instant qui est très fort dans cette capacité Attention, oui, à soustraire. On enlève tout ce qui va parasiter le propos. Et pareil, il y a une richesse iconographique aussi, c'est-à-dire que ça va dans tous les... Oui. Invente presque des genres, ce qui est quand même très, très dur à faire. Oui. Et c'est très important de voir l'ensemble de l'œuvre. Oui, voilà, vous pouvez aller voir son site. Comment il y a du zoom, comment on instruit un phénomène, comment la mise en scène, le cadrage, le double jeu. Alors, on va passer... Je suis désolé, on va un peu vite, mais on est déjà un tout petit peu en retard. On va passer à un peintre contemporain français que tu aimes. Et tu m'as proposé l'accrochage, dont je remercie d'ailleurs la galerie Anne Barraud de m'avoir donné le visuel. C'est l'accrochage de Guillaume Pinard dans une exposition qui s'appelait Cassoni, une exposition proposée par Marie de Brugerolles. C'était en février dernier, là. Et donc, c'est cette espèce de mur comme ça de peinture. Oui, ça doit te parler. Alors là, il n'y a pas totalement le même format. Et il y a quand même, par contre, un univers très fort, très large, comme ça, des tableaux différents les uns des autres. Tu peux nous en parler un petit peu ? Qui surprend. Enfin, c'est assez étonnant. Et la liberté. Alors là, moi, je suis scotchée de voir le niveau de liberté que Guillaume Pinard traverse avec courage, quand même, avec détachement, parce qu'il y a une hybridation des sujets à l'intérieur même de chaque peinture, et y compris entre les peintures, avec des recherches science-fiction, films d'animation, dessins animés, enfin bande dessinée, peinture. Il y a énormément de liens à la peinture, des enjeux de la peinture. Il y a des gags aussi avec les raccoons. Là, Et c'est incroyable. C'est une œuvre qui, pour moi, éveille, encourage et fait beaucoup de bien. C'est une œuvre cette liberté, je trouve qu'elle ressource. C'est une œuvre qui, pour moi, est nécessaire. Et alors, il a fait une conférence il n'y a pas longtemps à l'École des Beaux-Arts de Marseille, on va vous partager le lien. Et dans cette conférence, j'étais étonné parce qu'il commence il commence un peu sur la défensive en disant que beaucoup de gens lui disent qu'il fait de l'illustration, que c'est que son travail, qu'on le ramène à l'illustration, quoi. Quand tu vois les tableaux en vrai, je trouve pas du tout. Non. C'est toujours pareil, c'est les gens, la plupart des gens n'ont pas beaucoup de rapport avec la matière de la peinture, donc d'un coup, ils ne voient pas le travail justement de il s'adresse à la peinture. Bah oui, je trouve aussi. Il s'adresse très directement à la peinture, il parle de ça, comme Magritte. Toi, ce serait quoi pour toi la différence entre l'illustration et la peinture, justement? Question vache. Je pense que c'est la culture. C'est la culture? Ah oui? Ah oui, c'est les 20 siècles de peinture qui font qu'à un moment, on s'adresse à un corps. Un corps, un enjeu. Un enjeu. Ça voudrait dire que les illustrateurs ne sont pas cultivés? Je ne crois pas. Hein. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Je crois que c'est l'enjeu du temps, alors, à ce moment-là. Oui, l'illustration va plus vite. On est d'accord. L'illustration, c'est pour un moment. Et il y a une relation plus immédiate avec l'adresse, la notion de ce à quoi et du sujet, peut-être. Et par exemple, si tu n'imagines pas du tout faire de l'iPad ou des choses comme ça, dessiner sur ordinateur, tu aimerais faire ça ou... Parce qu'il y a quand même j'ai l'impression que tu trouves aussi la forme par la matière, quoi. Ça serait peut-être aussi ça l'écart. Hein. Je demande. Hein. Je ne sais pas. Je sais que j'évite le plus possible d'être assistée par la photographie. Je fais attention. Je fais attention à des choses. Alors, il y a aussi le fait de citer Guillaume d'Iguloville, le livre d'heures, parce qu'il va y avoir une édition. Oui, on n'en a pas parlé. Désolé. On n'en a pas parlé. Bien sûr, mais c'était, je trouvais important d'en parler parce que ça va... Il va y avoir une édition. Donc, il y a une édition du livre de Guillaume d'Iguloville. J'y arrive pas. Oui.
le livre de Guillaume Et je trouvais Digouleville. intéressant de mettre les livres d'heures. Donc, Et dedans, tu auras des images à toi. Voilà. Non, c'est les éditions. Et c'est les éditions Rowen, accompagnées de Philippe Agostini, qui a écrit spontanément des textes très, très intéressants. Ah, ok, je l'ai pas compris. Et des textes sur ma propre peinture, qui a beaucoup soutenu la lecture de la peinture par la qualité de ses textes. Et donc, les éditions Rowen, qui sont spontanément venues pour éditer donc la série 5, et qui va produire un livre d'heures. D'accord, très bien. Voilà. Donc, tu fais ton propre livre d'heures, quoi. Voilà. Oui. Et je me disais qu'il fallait que je remercie les auteurs qui m'avaient aussi soutenu, donc Guillaume Digouleville. D'accord. Les très riches gens du duc de Berry, c'est-à-dire les frères Limbourg. Et d'ailleurs, tu voulais montrer un livre de Guillaume Pinard, je crois. Voilà, Guillaume Pinard, je trouve que ce livre, qui m'a été confié par Guillaume Pinard, d'ailleurs, j'en étais très fière, parle. Voilà, Guillaume et Pinard parlent très, très librement et de façon très substantielle de son œuvre. Et c'est très intéressant de parcourir cet ouvrage pour s'approcher de son œuvre. Je vous conseille encore sa conférence, là, qui est très bien, qu'on mettra en ligne en bas de la chaîne YouTube, de notre chaîne YouTube. Nils, est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois rien. Je dois dire mon chat bug, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Quelques questions, Nils? Oui, on a quelques questions très techniques. Quel rapport avez-vous avec le motif? Le motif décoratif? Oui, je pense. Le motif décoratif, c'est un plan qui discute avec d'autres plans, je pense. Hein. Ça te permet de faire des tableaux abstraits en cachette? Oui, c'est possible, mais en tout cas, c'est une écriture, un plan qui joue. C'est un jeu, supplémentaire. Et ça t'arrive de faire des motifs de mémoire? Ou tu as quand même avoir l'objet dans le coin, ça aide quand même à le retrouver? Je pense à tes touristes, les touristes qu'on a vus là à Athènes, tu les as fait sur... non, je les ai photographiés. Ouais. Je les ai photographiés. Et ça, c'est bizarre hein, quand même qu'on se sente quand ça vient de la mémoire ou quand c'est... Oui, parce que je les ai trouvées tellement belles que j'avais besoin de l'information. Voilà. J'ai photographié à l'iPhone à ce moment-là. C'est pas un appareil photo très compliqué. Alors non, j'ai un appareil, non, justement, j'ai un appareil qui travaille le paysage et qui permet, quand j'ai besoin, je vais chercher. Ok, donc c'est un appareil photo argentique ou ces jolis dos. Ouais, ok. Non, pas argentique. Numérique quand même. Une autre question, Nils? Question dans la continuité de la précédente. La présence d'aplats dans votre travail est-il liée à la gouache ou est-ce un choix? Ah, ça, c'est des sujets qui me plaisent beaucoup. Oui, c'est-à-dire que la mémoire, elle va tout de suite aller vers les choses qui sont nécessaires en termes d'éléments. Donc, recomposer quels éléments on va prendre. La surface du sol, si elle a lieu d'être dégradée parce que la lumière, il est important de donner une lumière, on va la dégrader. Sinon, on va faire silencieux parce qu'on va signifier l'objet. Voilà. Et puis, il y a l'idée de pas en faire trop. C'est une peinture qui est censée énoncer des choses qui sont simples. Et alors, justement, dans cette... alors là, on arrive à un niveau... c'est quand tu fais la mer, je comprends mieux pourquoi moi, ça m'a... Dans mon goût à moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Parce que d'un coup, tu peins aussi une lumière, tu vois. Sauf que c'est très compliqué de peindre une lumière de mémoire. Parce que tu vois, une lumière, ça passe. C'est quelque chose qui on capture le phénomène. Oui, mais d'un coup, ça devient un instant. Ça devient plus une mémoire, c'est ça que je veux dire. Je pense que la mémoire, ça rapproche de la mécanique des choses. Et c'est très intéressant parce que ça nous oblige à comprendre. Ça ne nous oblige pas à savoir. D'ailleurs, ça construit un savoir, mais ça nous oblige à observer, à comprendre la mécanique des choses. C'est comment cette lumière qui vient et qui va être mise en mouvement, etc. Donc, ça oblige à une mécanique. Et l'aplat, c'est un mode de composition, mais qui désigne une chose de façon simple. Un sol, un mur, voilà. Il n'y a pas tellement d'autres choses à en dire. Mais la contrainte de la gouache, c'est aussi que d'un coup, tu as moins de modelé possible. Toi, tu fais moins de modelé. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Mais non, mais ça, c'est un avantage aussi. On comprend l'invention de la peinture à l'huile. Mais d'un coup, tu as trouvé ta manière de... Ce que je veux dire, c'est que ça s'applique bien à ta manière de travailler.
à ce que tu veux montrer. Si tu veux montrer de la mémoire, vaut mieux passer par la gouache que passer par l'huile, quoi. C'est ça que je veux dire. Peut-être. Si je me lance dans la miniature qui va durer des mois, peut-être que je vais évidemment fouiller autrement les choses et je vais peut-être prendre de la peinture à l'huile. D'ailleurs, j'en ai acheté. Ah. Scoop. Une autre question, Nils? Oui, une dernière question. Comment se constitue votre palette, au fur et à mesure ou dès le début? Quand palette, c'est couleurs, tu veux dire? Oui, je mets un peu toutes les couleurs au début sur mon Mais les Linel, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de... T'as quand même... Non, je suis tout le temps sur les couleurs primaires. Ah d'accord, tu parles vraiment du... Je prends jamais de brun, j'ai un peu de... Ouais, il y a du bleu, il y a différents bleus, il y a 2-3 bleus, mais c'est vraiment des couleurs, vraiment... il y a Donc c'est 10 couleurs ou c'est 10 couleurs tu parles de 10 couleurs? Oui, j'use un peu les mêmes. Il y a 2 jaunes, un orange. Et donc c'est des mélanges C'est des mélanges, absolument. Alors ça, pour le coup, c'est un truc chiant de la gouache, embêtant, pardon. C'est quand même que ça sèche très vite sur la palette, quoi. Surtout quand on est dehors. Ouais. Ça, comment t'as pas de système je fais en sorte de... Oui, je change de palette, trop, je refais, ouais. Je refais les mélanges. J'en ai fait il n'y a pas longtemps, là, c'est une galère, quoi. Passe son temps à laver sa palette. C'est sûr, c'est sûr, oui. Même le blanc, il sèche trop vite, quoi. Mais bon. Écoute, on est à l'heure, c'est super. Merci beaucoup, hein. C'était vraiment très intéressant, très doux. Merci beaucoup, Marie-Claire. Merci à vous. Merci à tous ceux qui étaient sur Twitch. Merci à Nils. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec Hervé Di Rosa. Merci à tous. Merci.